enregistrera et on pourra les adresser. On va se présenter juste rapidement. Et Nicolas, je suis le cofondateur d'Ecosystem, et Quentin, qui est consultant en développement commercial, stratégie commerciale. Voilà, et on a travaillé à deux sur ce thème de comment prospecter les directions générales. Et donc, on va démarrer. On peut dire merci quand même à toutes les personnes que tu as pu interviewer pour préparer. Et tous ceux qui ont répondu au sondage. Et bien sûr, on va voir, parce qu'il y a toute une partie sondage qu'on a faite spécifiquement pour ce live, où on a plus de 400 entreprises qui ont répondu. Donc, merci effectivement à tous ceux qui nous ont aidés à préparer et à avoir toutes les données sur les PDG, les DG, comment ils fonctionnent, leurs leviers, leurs peurs, etc., etc. Et ensuite, les problématiques de prospection. On verra ça un peu plus tard. Quentin, je te laisse présenter l'agenda. Bien sûr. Donc, c'est comment prospecter les directions générales, mais tout d'abord, pourquoi prospecter les directions générales? C'est assez simple à comprendre. C'est quand même l'autorité absolue au sein d'une structure. Et donc, on peut aller chercher peut-être, sans doute, des plus gros budgets, plus rapidement, et surtout sur des projets qui vont être peut-être transverses. Si on cible à la fois un projet pour des directions marketing et commerciales, le DG pourra piloter car ça touche quand même plusieurs métiers. Donc l'agenda en fait de ce webinaire, on va déjà s'intéresser évidemment à ce qui caractérise ce persona, qu'est-ce qui rend le PDG unique au sein d'une structure et comment est-ce que justement on peut utiliser ces caractéristiques pour activer des leviers psychologiques en fait pendant un cycle de vente. On s'intéressera ensuite au DG ou au COO qui est un persona un peu différent et donc qui doit être traité d'une manière bien précise. Et surtout ensuite on s'attardera un peu aux obstacles et aux stratégies d'approche qui en fait sont les résultats d'une étude qu'on a menée, auquel vous avez peut-être participé et vous en remercie, pour en fait aller établir ensuite des statistiques sur la prospection des directions générales. Et surtout en fait à partir de tout ça, peut-être de manière beaucoup plus concrète, comment est-ce qu'on rédige des messages, des demandes de rendez-vous en fait qui aboutissent à des rendez-vous sur les directions générales. Voilà, donc c'est assez dense. On a 30 minutes, donc on va avancer. On a effectivement aussi cherché des statistiques de manière générale sur cette population pour essayer de ne pas être trop dans le subjectif, mais essayer d'avoir des chiffres qui vont nous aider. Alors la première, pour essayer de donner une photographie, ça c'est une étude KPMG qui a été faite, je vais vous partager 4 chiffres, qui a été faite pas seulement sur les US, mais justement sur la France, l'Allemagne, etc., mais qui est surtout centrée sur les sociétés de plus de 500 millions d'euros. Donc on va parler ensuite des PME et des PDG de PME, effectivement. Mais on va voir déjà cette population, qu'est-ce qui est le plus important pour eux et auquel ils vont, ça va être leur priorité de manière générale. Donc la première, ça va être augmenter la pénétration des marchés existants. La seconde, ça va être l'innovation. 47% disent qu'effectivement au cœur de leur priorité, il y a l'innovation interne. C'est aussi les nouvelles manières de faire du business, hein, c'est un point important. Ensuite, on va être sur la pénétration des nouveaux verticaux, des nouveaux secteurs, etc. Et ensuite, l'expansion géographique. Donc, c'est quand même important de comprendre que la conquête, le développement de l'entreprise, même dans les très grandes entreprises, est vraiment au cœur des préoccupations du PDG. Voilà. C'est quelque chose de très généraliste pour l'instant, ces 4 statistiques-là, et on verra qu'effectivement, mais on va retrouver ça quand même dans les PME, mais on aura davantage de chiffres. Et puis, mais la difficulté, c'est que ça ne nous permet pas de créer un persona, c'est-à-dire un profil psychologique, un portrait robot, qui va nous permettre d'avoir des actions et d'être efficace, et comment on va traduire ça ensuite dans notre prospection et notre cycle de vente. Et donc, on va aller essayer de regarder un peu plus quelles sont, moi j'aime bien cette partie-là, c'est les peurs. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous empêche de dormir la nuit? Hein? C'est vrai que la peur est forcément un levier psychologique important, intéressant à aller utiliser dans un cycle de vente. Et justement, les PDG ont des peurs qui sont très précises et assez spécifiques en fait, pour ce persona. En premier, on va retrouver en fait, le risque opérationnel, évidemment, qui sont des angoisses qui sont assez vagues en fait, qui vont toucher beaucoup de domaines, beaucoup de sujets. On pense par exemple à des démissions massives pour des managers clés, à un effondrement des ventes, des finances qui sont catastrophiques, des nouvelles régulations, enfin tout ce genre de choses qui peut toucher l'entreprise de manière opérationnelle. On va ensuite avoir le risque de rupture technologique. On a tous en tête l'exemple de Kodak, qui effectivement, pas du jour au lendemain, mais presque, n'a pas réussi à amorcer sa transition de l'argentique vers le numérique et qui aujourd'hui n'existe plus. On a peur d'être obsolète et que la raison même de l'entreprise ne soit plus d'actualité, en fait, donc de disparaître tout simplement.
La réputation et la marque, ensuite, évidemment, le PDG est l'incarnation de la réputation de l'entreprise, et tout ce qui va toucher en fait à cette réputation peut avoir des résultats catastrophiques pour les ventes. On a en exemple peut-être ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'UNICEF recense à peu près 200 000 enfants esclaves qui travaillent dans les cacaotiers. Si une ONG demain fait une campagne de sensibilisation massive sur ces conditions de travail, enfin l'esclavagisme, pardon, dans ces champs de cacaotiers, on peut penser que Nestlé et Côte d'Or s'en retrouveront extrêmement affectés et que les ventes seront catastrophiques. La mauvaise stratégie ensuite, peut-être qu'Uber en Chine est un bon exemple. Une mauvaise stratégie en fait va impliquer toute l'entreprise pour des résultats qui généralement seront catastrophiques, donc qui impacteront énormément les ventes. Les attaques informatiques ensuite, qui ne sont pas des phénomènes nouveaux, mais qui sont des phénomènes qui se sont amplifiés ces dernières années, aussi bien sur leur fréquence d'apparition que sur leurs conséquences qui ont été dramatiques. On peut penser que ces peurs soient amenées à être de plus en plus prépondérantes également au sein des directions générales, avec les phénomènes qui vont sans doute s'accélérer dans le futur. Ensuite, on a tout ce qui va toucher aux régulations et aux risques géopolitiques. Si demain l'Union européenne décide d'interdire l'importation de cacao de Côte d'Ivoire, on peut penser que le coût de production des barres chocolat soit augmenté immensément d'un coup, et donc forcément ce sera beaucoup plus difficile d'aller vendre et les finances se retrouveront affectées. Enfin, le risque géopolitique qui est important. Si une guerre civile, des nationalisations, des expropriations apparaissent dans des pays qui sont nos marchés ou dans lesquels se trouvent nos fournisseurs, évidemment les répercussions sur les entreprises seront conséquentes et graves. Donc une fois qu'on a dessiné un peu ces peurs, on peut facilement envisager quel levier psychologique on va pouvoir actionner chez les PDG, chez les directions générales. Ok, très bien. Donc on mange plus de chocolat. Non, c'est ça. On mange plus de chocolat. Parce qu'il vient de Côte d'Ivoire. Tant que 80% du chocolat, enfin du cacao, pardon, va en Côte d'Ivoire. Ok, très bien. Donc avant tout le risque opérationnel. Voilà, juste pour resynthétiser, toujours un œil sur la trésorerie, sur les ventes, etc. Très bien. Alors, on va voir effectivement les leviers psychologiques qu'on va pouvoir utiliser. Alors, première chose qui revient, on le verra après dans le sondage, c'est très vrai, c'est une des problématiques du PDG, c'est qu'il doit éteindre des feux partout et il a trop de sujets, trop de priorités qui sont en parallèle et c'est très très compliqué d'aller prioriser tout ça. L'isolement des dirigeants. Alors ça notamment, il y a une étude très très bien qui a été faite par BPI France, qui est refaite chaque année sur l'isolement des dirigeants. 45% disent qu'effectivement ils se sentent très isolés. Voilà. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir, et après il y a tout, comment ils s'entourent, on va voir les associations professionnelles, d'entrepreneurs, etc. Mais il y a vraiment un isolement du dirigeant de manière générale. Et d'ailleurs c'est un peu corrélé, 75% se sentent mal entourés. Donc ils considèrent qu'effectivement leurs différents collaborateurs, bon, ça peut être aussi la famille, mais leurs différents collaborateurs ne sont pas forcément armés pour pouvoir les épauler. Voilà. Ça c'est aussi un sentiment assez classique, hein, il est le moteur de l'entreprise, voilà, c'est clair. Il a le poids de la responsabilité et donc il se sent de manière générale indispensable. Il n'imagine pas que son entreprise puisse continuer à se développer ou vivre même sans lui. Voilà. Ce sont de gros bosseurs. 72% travaillent plus de 50 heures par semaine. On est encore à 30% travaillent plus de 60 heures. Voilà, grosso modo, on essaye de trouver des éléments assez clairs pour ce portrait robot. Donc je dis pas, il y en a peut-être qui travaillent 22 heures et qui vont au golf, mais en fait la majorité sont quand même des gros travailleurs. Et ce sont des gens qui se forment beaucoup. Alors on est à 68% qui se forment chaque année. On pourrait imaginer que peut-être l'ego faisant au contraire, c'est des gens qui se forment beaucoup, qui sont beaucoup dans le développement professionnel et dans le développement personnel, qui utilisent des coachs aussi, etc. Et en fait, plus on monte dans les grandes entreprises, plus on va avoir un taux de formation très fort. Je crois que sur les ETI CAC 40, on est à plus de 88 ou 90% de gens qui se forment chaque année. Donc c'est quand même des gens qui sont très sensibles au développement. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour leur parler, en fait, une fois qu'on comprend quel levier psychologique elle a activé? Évidemment, en fait, le PDG sera impliqué si vous proposez une autre façon de faire. Le PDG est le garant, en fait, du cap de l'entreprise. Il a une vision
pour sa structure. Et si vous proposez quelque chose qui va impacter du changement de manière directe ou indirecte, il sera forcément réceptif à ce changement que vous proposez. Nicolas parlait effectivement de priorités parallèles, de trop de sujets à gérer, ce qui fait qu'ils vont parfois être un peu trop focus sur leur propre entreprise, pas par choix, hein, mais par simplement situation, on va dire, ce qui fait qu'ils sont peut-être déconnectés en fait de ce qui peut se passer sur leur marché, sur d'autres entreprises, et ils seront donc en fait assez friands d'insights, c'est-à-dire d'informations clés qui poussent à réagir, qui poussent à agir, que vous pourrez leur proposer. Pour alimenter leur vision notamment, C'est puisqu'ils ça. ont besoin effectivement de se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont Donc, besoin d'avoir de effectivement, l'information sur des sources qui ne viennent pas de leur propre entreprise. Tout à fait. 74% sont sensibles à la confiance, aux valeurs, à la culture, à l'humain en fait, tout simplement. Si vous ciblez des directions générales, faites preuve de beaucoup d'empathie, en n'hésitant pas à jouer sur ces facteurs. C'est pas un hasard si beaucoup d'entreprises sont partenaires d'événements sportifs. Le sport est également quelque chose qui véhicule beaucoup de valeurs, et l'entreprise étant un objet social, est également fait d'humain. Donc tout ce qui va toucher effectivement à l'humain sera très 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 impactant pour nos dirigeants. Et c'était encore sur cette étude de BPI, je me permets de compléter, parce qu'effectivement, ils souffrent parfois de cette image de je suis un patron, et l'image dans la société n'est pas toujours fabuleuse. Et notamment avec une image d'avidité, etc. Leur principal moteur c'est rare que ce soit l'argent. Et au contraire, ça va être plutôt l'humain, plutôt des managements démocratiques, etc. Donc, je vous invite à aller rechercher cette étude BPI France si vous voulez en savoir plus. Ils ont vraiment fait un très très bon travail sur 2400 PDG qui représentent bien toute la population. Enfin, c'est assez exhaustif, je trouve vraiment très très bonne. Et il faut rechercher l'isolement des dirigeants, je crois. Voilà. Et enfin, 79% des PDG en France cherchent à disrupter leur marché. Ce qui n'est pas schizophrénique, hein. On parlait de la peur de l'obsolescence, etc. On cherche en fait à disrupter un marché pour être moteur du changement et pour ne pas le subir. C'est lui effectivement si on est le moteur de ce changement. Ok. Je vous rappelle juste, si vous avez des questions, la partie questions-réponses va démarrer à la fin, donc on va faire un peu moins de 30 minutes et ensuite on aura la partie questions-réponses. Merci d'avance de les poser au fur et à mesure, ça nous donnera beaucoup de fluidité pour pouvoir enchaîner surtout et pas s'arrêter au bout des 30 minutes et dire au revoir. Et puis si vous avez des questions, malheureusement on ne pourra pas les traiter. On va juste faire une petite aparté, parce que là on est quand même beaucoup sur le PDG, même si les profils peuvent être un peu similaires, mais le DG est quand même un petit peu différent. Et donc on voulait faire une aparté sur le DG. Une des difficultés du DG, qui n'apparaît jamais sur les organigrammes, c'est qu'en fait, il peut avoir plusieurs positions dans la vraie vie. Dans l'organisation, en fait, là on en voit deux, c'est-à-dire il peut être grosso modo entre guillemets l'assistant du PDG pour mettre en œuvre les choses, etc. Il peut être en filtre aussi, c'est-à-dire qu'il peut être en filtre entre le PDG et les différentes directions fonctionnelles, ou il peut être considéré comme une autre direction fonctionnelle qui va s'occuper de gérer l'organisation et comment fonctionne le business, etc. Donc évidemment sur les organigrammes ça n'apparaît pas de cette manière-là, mais toujours garder en tête en disant est-ce que ce DG sera plutôt, alors on est plutôt plus loin dans le cycle de vente, mais sera plutôt dans quel type de position et quelle relation de pouvoir, et donc c'est important effectivement pour les prises de décision. Dans les personnes que tu as interrogées pour préparer ce webinaire, Quentin, on a... Ouais, il y a une phrase sur le DG, ouais, je peux la lire. Parce que ce qu'il faut comprendre, juste avant de lire cette phrase, c'est que effectivement, globalement, si on doit schématiser, on dit le PDG a une vision de l'entreprise, du marché, du positionnement, etc. Et le DG, lui, doit traduire cette vision-là pour mettre l'organisation en place et pour que ça fonctionne. Et donc cette phrase qui a été partagée avec toi, c'était le but du DG est de traduire une vision pour la structurer, pour la déployer. Donc c'est effectivement des intérêts un peu asymétriques, et aucun intérêt de les prospecter si son produit ne concerne pas cette vision, c'est même contre-productif. On passe à l'étude qu'on a réalisée en amont de ce webinaire. Vous avez sans doute participé et on vous en remercie. On a posé 3 petites questions en fait, pour avoir un panorama un peu des problèmes de la prospection de direction générale en France. Beaucoup d'entreprises diverses ont répondu, de la start-up jusqu'à Salesforce, à Econocom, on pense à AXA, à Orange.
beaucoup de gens de drive aussi ont répondu à cette étude. Le but, en fait, c'était d'avoir vos propres points de vue, vos insights, justement, sur cette prospection. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grande variété, en fait, d'entreprises qui ont répondu. Donc, on a un panel assez représentatif qui se traduit premièrement par la question qu'on a posée, qui était quelle taille d'entreprise ciblez-vous? Toute taille à 45%, majoritairement des PME à 20%, et plutôt des grandes structures à 34%, ce qui est assez varié, en fait. On est vraiment sur des directions générales, à la fois des PME et des ETI ou des grands comptes. La seconde question était basée également sur... Enfin, on a posé cette question en fonction des interviews qu'on a menées auparavant, pour voir quels obstacles vous rencontriez aussi dans votre prospection sur cette cible-là, sur ce persona-là. Sans trop de surprise, en fait, la première difficulté quand on cible les directions générales, c'est la difficulté, voire l'impossibilité à joindre cette cible. On précise que ce n'est pas spécifique aux directions générales. On a à chaque fois qu'on parle de direction marketing, au DSI, etc., cette problématique qui ressurgit. La deuxième, en revanche, est plus intéressante et plus spécifique au PDG. Nicolas en parlait, il y a trop d'autres sujets. Donc peut-être que votre proposition de valeur est intéressante, mais ce n'est pas la priorité. Il y a d'autres choses à gérer au même moment. La méfiance initiale qu'on va retrouver en fait dans tout cycle de prospection. Vis-à-vis du prospecteur. Vis-à-vis du prospecteur, Ouais. parce que rentrer dans un cycle de vente est toujours anxiogène, donc il y a toujours une méfiance en fait. On ne vous connaît pas, on ne connaît pas votre produit. Les délais de décision qui sont incertains, évidemment, en fait, on peut être dans un cycle de vente et puis d'un coup, le PDG va voir surgir une autre priorité, un autre sujet à traiter, ce qui peut en fait allonger les délais de décision et la durée du cycle de vente in fine. Ne veut pas traiter, on est sur une cible qui parfois peut préférer déléguer. Encore une fois, si votre produit ne répond pas à la vision ou n'impacte pas directement cette vision, le PDG préférera déléguer ou même ne pas traiter tout court, ne pas déléguer tout court. La démonstration du ROI, les problèmes de maturité et le peur de l'innovation sont moins fréquents. La peur de l'innovation à 14%, c'est évident. On est sur des cibles qui justement sont friands de changement, qui veulent disrupter un marché et donc qui cherchent toujours de l'innovation, qui sont réceptives à l'innovation. Donc peu de problèmes en fait rencontrés de ce côté-ci. Et maintenant, en fait, une fois qu'on sait quel problème on rencontre, quelle technique marche le mieux pour prospecter cette cible efficacement? Voilà, donc c'était bien 400 entreprises qui, elles, prospectent, ont une expérience sur la prospection des directions générales. Et donc, effectivement, on leur a demandé quelles sont les meilleures techniques selon vous, tout ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce qui fonctionne bien. Alors, c'est pas une surprise que la première réponse soit le réseau et le bouche-oreille. D'abord, c'est systématique, hein, on l'a dans tous les cas. Cela dit, voilà, c'est toujours le même problème, c'est que c'est difficile à systématiser, c'est difficile de mettre en place un process pour fonctionner avec du réseau ou fonctionner avec du bouche-à-oreille, mais on verra que effectivement les PDG, je ne sais pas si on ira jusque là, mais parce qu'ils se sentent souvent isolés, beaucoup font partie d'une association d'entrepreneurs ou autre chose, et donc il y a tout un ensemble de réseaux, alors c'est là de APM, Croissance Plus, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de réseaux qui va regrouper effectivement les PDG. Mais encore une fois, voilà, un peu difficile à systématiser si vous voulez pour attaquer un marché. Ce qui ressort ensuite directement tout de suite, c'est que la prospection directe fonctionne. Voilà, téléphone, email, on y va. Voilà. Ou papier d'ailleurs, pourquoi pas. On fera un focus juste là-dessus. Et puis ensuite, alors là on n'est plus dans le réseau, on est alors pour le coup vraiment sur les sessions professionnelles, donc voilà ce que je viens de vous dire. Les salons, alors il y en a aussi beaucoup puisqu'ils viennent chercher des insights, chercher une température du marché pour pouvoir comprendre les nouvelles innovations et se projeter. Donc c'est aussi, voilà, à 20% une manière de pouvoir engager la conversation avec des PDG. On voit qu'effectivement tout ce qui est contenu inbound, référencement, là on pourrait faire aussi sur référencement Google, publicité, effectivement, on ne marche pas, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, peut-être, je ne sais pas. Les annuaires d'anciens, oui, ils peuvent fonctionner. Oui, si vous avez un annuaire d'anciens d'école qui a produit beaucoup de dirigeants, HEC, l'INSEAD, je ne sais pas. Mais c'est forcément clivant. Tous les PDG n'ont pas fait HEC ou INSEAD. Oui, tout à fait. Ok. Parfait. Ah oui.
pourriez-vous dire, est-ce que les réseaux sociaux, ça marche? Parce qu'on ne les voyait pas là sur les réponses, on n'avait pas les réseaux sociaux. Pour une bonne raison, pourquoi quasiment aucune entreprise des 400, on a eu 2 réponses, je crois, là-dessus, ne disait les réseaux sociaux? Ben parce qu'en fait, les PDG ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà, on tire un trait, hein, malheureusement, mais je ne dis pas qu'il y en a qui n'y sont pas du tout. Là, c'est une étude sur 302 dirigeants, Opinionway, qui date de la fin de l'année dernière. Des entreprises, donc on est quand même sur des entreprises de 15 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on se rend compte que, notamment LinkedIn, il y en a 50% qui juste n'y vont jamais. Voilà. Twitter, il n'y a pas. 82% des gens n'y vont jamais. C'est complètement déserté par les PDG, les DG. Donc, de manière générale, ça ne va pas être des bons canaux d'acquisition ou de prise de relation. Je ne dis pas que c'est impossible de le faire. Je dis juste que la plupart n'y vont pas ou y vont très très peu. Voilà. Facebook aurait l'air le plus intéressant, mais ça va être plutôt à titre personnel, familial, etc. Voilà. Et on a bien sûr des statistiques. Maintenant, on va passer à l'autre phase, qui sont les statistiques de prospection. Ce qu'on a dit, 40 et quelques % disent la prospection directe marche bien. Et est-ce qu'elle marche bien? Et donc, on a des statistiques qui portent sur, si je ne dis pas de bêtises, je dis une bêtise, 14 800 PDG, DG, membres du comité de direction, etc. Est-ce que tu peux, Quentin, peut-être nous expliquer le contexte? Ça vient d'où? C'est quoi ces stats? Enfin, d'où viennent ces statistiques? Je ne sais pas si vous le savez, hein, le but c'est pas de pitcher ICO pendant ce webinaire, mais ICO c'est une plateforme qui sert à trouver, à engager et à obtenir des rendez-vous avec des décisionnaires, pas forcément des PDG. Et on a recensé à peu près 14 800 demandes de rendez-vous envoyées par nos clients sur cette cible. Et ça nous permet en fait d'aller traiter ces résultats et d'en tirer peut-être des bonnes pratiques, des leçons. On est vraiment sur des demandes de rendez-vous, sur des mails qui sont commerciaux, d'un commercial à un PDG pour le solliciter. On n'est pas sur du mailing marketing ou du partage de contenu. On est vraiment sur de la demande de rendez-vous pure et dure, de la prospection directe. Comment est-ce qu'ils réagissent en fait justement à ces 14 800 demandes de rendez-vous, ça va voir tout de suite. Et je crois que ça réagit plutôt bien. Ça réagit effectivement, même extrêmement bien. Donc voilà, ce sont les interactions, comment ils réagissent à la prospection téléphone, email. Évidemment, on utilise toujours beaucoup de l'email, ou en tout cas dans le process, on utilise de l'email. On se rend compte qu'on a les taux de lecture. Alors les PDG, tous les PDG vous disent je check mes mails au moins une fois par jour. Donc ils vérifient, ils ont ça dans la poche et ils vérifient leurs emails. En tout cas sur leur mobile. On a jusqu'à 78%. En moyenne, on a 78% de taux de lecture. Donc vos messages arrivent bien. L'email fonctionne pour pouvoir délivrer un message. On a un bon taux de réponse. 25% vont répondre à votre demande de rendez-vous. C'est vraiment des emails de demande de rendez-vous. Pour faire simple, plus ou moins bien formulé. Mais quand c'est bien formulé, voilà les statistiques qu'on peut avoir. En tout cas sur les 14 000 PDG en France. Et on a à peu près 40% de réponses qui sont directement des acceptations de rendez-vous quand c'est bien fait. Donc c'est quand même très élevé. Voilà. Vous pourriez me dire entre les PME et les plus grandes entreprises, on a à peu près les mêmes taux de retour. Voilà. On a bien sûr... alors après, on n'a pas les mêmes volumes, bien sûr, mais alors il reste quelques minutes. Si vous avez des questions aussi sur ces statistiques, posez-les maintenant, ça nous permettra d'avancer un peu. Et justement, peut-être qu'on peut parler de cette histoire de PME, grand compte, Quentin, la façon dont ils sont abordés. Bien sûr, 14 000 demandes de rendez-vous, mais seulement 3 000 concernent les sociétés de plus de 500 personnes. On a un peu peur en fait d'aller attaquer les PDG des plus grosses structures, ce qui est à mon sens une erreur en fait. La peur nous empêche de prospecter les PDG, pourtant cette cible est la plus intéressante si on s'y prend bien. On se rend compte par exemple que 20% des décideurs prospectés dans cette étude sont sur des PME de moins de 500 salariés et 4% des décideurs de plus de 500 salariés contre 10% au UK. C'est-à-dire qu'en fait les Anglais osent plus peut-être attaquer et prospecter cette cible. On peut imaginer en France peut-être qu'on a un peu peur parce qu'on ne se sent pas forcément au niveau de son interlocuteur et c'est un frein psychologique qu'il faut essayer de balayer, d'autant plus que si vos concurrents ne prospectent pas cette cible, vous avez tout intérêt vous à y aller parce que vous aurez un avantage concurrentiel qui sera assez certain.
En tout cas, par rapport aux Britanniques, on a 2 fois plus peur d'aller chercher des directions générales dans des entreprises En France, on a peur. de plus de 500 salariés. En France, on a peur. Et donc, c'est la peur qui nous empêche de prospecter les PDG. Probablement, on a cherché d'autres raisons, hein, mais il n'y a pas, puisqu'on arrive à comparer avec d'autres pays, il n'y a pas de raison. D'autant plus qui, on l'a vu, répondent favorablement aux demandes de Et rendez-vous. les taux sont effectivement très bons. Très bien. Un exemple plus concret, peut-être, on s'est imaginé dresser à partir de justement ces indications des messages de prospection sur cette cible. Donc, quelle peur et quel levier psychologique on va pouvoir aller activer pour justement arriver à obtenir ce rendez-vous. On en imaginait 2, un sur un PDG d'une société de plus de 5000 employés, l'autre sur une société de moins de 500, moins de 5000, je ne sais plus précisément. Moins de 2005. Moins de 2005, pardon. Donc pour faire une séquence, on a quand même besoin d'abord effectivement de cerner bien son persona, de définir un peu à partir de sa proposition de valeur quel levier psychologique on va pouvoir aller activer. Là, en l'occurrence, on a pris comme exemple. Non, mais voilà, ça c'est. Donc, on arrive à la fin pour comprendre la logique. Hein, on a essayé effectivement de construire un persona, qui il est statistiquement, ses peurs, ses priorités, comment il fonctionne, etc. On a appuyé ça avec des statistiques. Et une fois qu'on a ce portrait robot qui fonctionne bien, à partir de ce moment-là, c'est comment on va le traduire justement dans un exemple de séquence, même si tu fais ici que le premier email et que ce sont que 2 exemples qu'on va partager pour essayer de voir les nuances qu'on peut faire entre des grandes entreprises et des plus petites entreprises. Voilà, ne pas arrêter de synthétiser. Le besoin, la valeur, comme on l'a vu, majoritairement, ça reste la conquête commerciale, les parts de marché, le chiffre d'affaires. Le risque, la peur, on va jouer sur le business plan, en l'occurrence là, et le levier en fait qu'on va l'activer, ça va surtout être sur la disruption, forcément, la peur, la façon de faire, la curiosité. Ok. On va lire en fait ce message qu'on Mais a... un bon email de prospection, c'est un email qui se lit à l'oral. Absolument. Hein, donc, je t'en prie. Donc allons-y. Nouveau type de conquête. Bonjour Monsieur Martin, je connais assez bien compagnie pour me tourner vers vous. Je viens de monter une mission qui, je pense, pourrait vous permettre de bousculer les parts de marché de vos concurrents. Je sais que les plans d'organisation commerciale sont souvent aléatoires et qu'il n'est pas simple de faire des prévisions BP solides, mais je pense que ça s'adapterait bien pour compagnie. Je préférerais qu'on en parle au téléphone. Vous pensez que vous auriez une disponibilité ces jours-ci? Mon portable ci-dessous. Merci d'avance. Quentin Courtois. Voilà, alors un exemple en essayant d'utiliser justement l'analyse des besoins, le profil psychologique, et on traduit ça avec des leviers et des champs lexicaux. Voilà. Tu avais un deuxième exemple à nous partager, donc effectivement qui est sur des employés de 2500, enfin moins de 2500 employés. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par la lecture et ensuite de faire l'analyse ensemble peut-être. Donc, suite interview, je tiens d'abord à vous témoigner mon admiration pour les positionnements et l'ambition que vous avez pour compagnie. J'ai aussi cru comprendre entre les lignes que vous faites face à quelques résistances internes au changement, notamment sur le développement commercial. Entre nous, cette situation me fait penser à un de mes clients, une situation autrement délicate mais avec des soucis d'isolement et de manque de relais sur le terrain. Si vous aviez un moment, j'apprécierais de partager cette expérience avec vous, Quentin Courtois. Quels besoins, quelles valeurs on propose? On est toujours sur le développement commercial, sur la conquête. C'est ce qui caractérise le plus notre cible. On va y jouer majoritairement. En revanche, les risques et la peur ont un peu changé cette fois-ci. On est beaucoup plus sur la résistance à la stratégie, le risque opérationnel et l'isolement. Comme on sait que beaucoup de PDG se sentent un peu isolés, on peut forcément jouer sur cette peur, sur cette crainte des directions générales. Oui, tu fais référence effectivement. Okay. Le levier qu'on va activer, il est simple à comprendre, c'est le contexte presse. Donc en fait, ce que suite interview BFM, c'était ça. Oui, en fait c'est ça, c'est comment je construis ma liste de prospection et le flux de personnes que je vais aller prospecter. Et là en l'occurrence, c'est juste, je vais prendre tous les PDG qui apparaissent dans la presse. Donc ça c'est facile de se créer un flux. Le flux arrive et ensuite j'ai ma séquence où je vais pouvoir tous les engager. J'ai un contexte, voilà, j'ai une origine, j'ai un contexte. Donc c'est relativement facile à faire et efficace. Et on est toujours sur du langage soutenu. Oui, c'est ça, ouais. On tout à fait. pourrait peut-être moins se le permettre si on ciblait une start-up avec un président qui serait plus jeune. On peut penser qu'une grosse PME avec un dirigeant qui soit peut-être un peu plus âgé, on a quand même besoin d'avoir un langage un peu plus soutenu. Ok.
Bon, l'idée c'était de faire des exemples pour aller jusqu'au bout du process. On a fait le portrait robot et voilà comment on pourrait ensuite construire une séquence. Bien, nous sommes exactement dans le timing. Bien joué. Voilà. Et donc nous avons des premières questions qui sont arrivées. On va arrêter ici l'enregistrement de la vidéo. Vous pouvez rester avec nous bien sûr pour les questions. On arrêtera ici.